Mesdames et messieurs, heureuse d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, aujourd'hui a eu lieu à Antananarivo la signature d'un partenariat entre le gouvernement malgache à travers la ministre de l'économie et des finances et l'Union européenne. Un financement de 35,5 millions d'euros a été alloué au projet Compétences pour tous et pour toutes qui vise à former des femmes pour leur permettre d'acquérir l'autonomie. Les détails. L'Union européenne met en œuvre une stratégie Global Gateway centrée sur l'amélioration de la qualité de l'éducation, de la santé et de la recherche pour les pays partenaires. Pour Madagascar, un programme spécifique intitulé Compétences pour tous et pour toutes a été lancé, visant particulièrement à réduire les inégalités entre hommes et femmes en matière d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Depuis 1972, des lacunes ont été observées dans le domaine de l'enseignement supérieur, a déclaré la ministre en charge. En 2012, déjà, on parlait de la baisse de la qualité de l'enseignement dans les universités. Et là, on est vraiment dedans. Dans mon ministère, on fait vraiment une étude poussée pour remédier à ce problème-là. Et je crois que dans le projet, dans le Perform Plus, où il y a ce projet où on va renforcer la capacité des enseignants avec une formation continue, c'est vraiment une aubaine pour nous et on va sauter sur l'occasion pour vraiment renforcer la capacité des enseignants, faire en sorte qu'il y ait un recrutement objectif et adéquat. Et puis, on va essayer également de limiter, de regarder de plus près par rapport à l'habilitation des formations qu'on donne aux étudiants. Aujourd'hui a été signée la convention de coopération et de financement entre Madagascar et l'Union européenne avec le ministre de l'économie et des finances représentant Madagascar. Le programme couvre 4 secteurs, l'énergie renouvelable, l'économie bleue, le numérique et les emplois liés à l'économie verte, dans le but de former les femmes et leur permettre d'accéder à des emplois décents et d'atteindre l'autonomie après leur formation. On travaillait avec le secteur privé, avec le Fonds malgache pour la formation professionnelle, avec d'autres parties prenantes pour s'assurer que les secteurs que nous avons identifiés sont des secteurs où il y a des besoins et que le secteur privé va les engager. Donc nous parlons de l'économie bleue, qui est un secteur extrêmement important, nous parlons des métiers verts, nous parlons des énergies renouvelables, nous parlons de la digitalisation. Ce sont tous des secteurs modernes qui contribueront au développement économique de Madagascar. Outre la région d'Analamangue, le projet Compétences pour tous et pour toutes bénéficiera également aux régions de Vaknakarach, Matsiachambun, Diana et Atnanan. Le financement total du projet s'élève à 35,5 millions d'euros, soit environ 177,5 milliards d'ariary. Dans les actualités également, Tuamasin bénéficie des avantages des projets entrepris par le gouvernement, comme le témoignent les habitants locaux. Parmi les réalisations marquantes, on note les nombreuses infrastructures réalisées, telles que Miami, devenu un symbole de la ville et une attraction à l'échelle nationale. À cela s'ajoutent d'autres infrastructures comme la route du boulevard Atimlao qui sera inaugurée à la fin de cette semaine, ainsi que le gymnase Arena, déjà un motif de fierté pour les jeunes de Tuamasin. Judika Ranjanirin et Andra Zanjaïbe. 2 jours avant son ouverture officielle, René, joueur de la SCUT, attend avec impatience de jouer dans le gymnase Arena. Bien qu'il ait déjà joué dans de nombreux terrains à travers l'île, il trouve que celui de Tuamasin est unique. Cela motive les joueurs et va aider à améliorer le niveau des sportifs, mais aussi à révéler de nouveaux talents à Tuamasin. Ce gymnase sera la fierté des jeunes locaux. Bien qu'ils aient déjà un gymnase, celui de l'Arena représente vraiment un tournant pour le développement du sport. Non seulement pour le sport, mais aussi pour la culture. Même les joueurs eux-mêmes s'en réjouissent et sont conscients que le gouvernement a particulièrement pris en compte Tuamasin et ses habitants. Juste en face du gymnase Arena se trouve Miami, qui met en valeur la beauté de Tuamasin. En poursuivant vers le nord, on arrive au boulevard Atimlao, qui va également contribuer à la renommée de la ville. Grâce à ces infrastructures, le quotidien des habitants s'est amélioré. Il est difficile de citer toutes les réalisations entreprises par le président Ajrazuel na Tuamasin, affirment les habitants.
Elles sont visibles, contribuant à améliorer la ville et impactent les habitants. C'est un fait. La ville est proche du cœur du président et ses habitants attendent avec impatience sa visite pour l'inauguration du gymnase Arena ce dimanche, ainsi que le boulevard Ratimlao ce samedi. En économie, les importations de riz en provenance de l'Inde ont repris depuis le mois de septembre dernier, après que ce dernier ait été suspendu pendant plus d'un an. L'on sait également que le riz importé permet de stabiliser le prix du riz dans le pays, selon les explications du ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Natera Koutmav et Nzaranjiansou pour plus de détails. Madagascar fera face à la période de soudure dans pas longtemps, une période où la production de riz local est en baisse, ce qui entraîne souvent la hausse du prix du riz en général. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce anticipe déjà cette période et se prépare à y faire face. Parmi les stratégies mises en place par le ministère figure l'augmentation de la quantité du riz importé selon le ministre de tutelle. Nous devons veiller à ce que le prix du riz profite à toute la chaîne de distribution. Les collecteurs doivent néanmoins veiller à ne pas retenir le stock de riz local pour après augmenter le prix. Mais nous nous sommes déjà préparés à toutes les éventualités. C'est pour cela que nous augmentons le volume du riz importé pour stabiliser le prix, indique le ministre du Commerce, David Aralamfrink. Dans cette optique de stabilisation du prix du riz, les exportations de riz en provenance de l'Inde ont repris. Ce marché indien approvisionne en grande partie le marché du riz de Madagascar afin d'éviter une hausse flagrante du prix du riz sur le marché local. D'un autre côté, le stock de riz de Madagascar est suffisant et peut tenir jusqu'en janvier, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de risque de rupture de stock, affirme le ministre. Pour rappel, le SPM, qui est une société d'État en charge de l'importation de produits rattachée au ministère, a pour rôle d'importer les produits pour stabiliser le prix sur le marché, mais aussi pendant les périodes d'urgence. De ce fait, le SPM a déjà importé environ 15 000 tonnes de riz venant du Pakistan afin de répartir le riz sur le marché local pour cette stabilisation du prix du riz. Elle garantit également l'approvisionnement de riz dans les lieux les plus isolés du pays où il n'y a pas de grossistes. Il est à noter qu'il faudra compter une trentaine de jours pour que le riz importé d'Inde arrive dans le pays, si le riz du Pakistan est actuellement disponible à Tuamasin et Tuliar. Pour le prix en général, un sac de riz de 50 kg est vendu en moyenne 145 000 ariars et un kilo de riz à 2 900 ariars chez les détaillants. Et un kilo de riz importé coûte environ 3 020 ariars, tandis qu'un kilo de riz local coûte 2 780 ariars en moyenne. Et parlons toujours de riz, où une attention particulière sera accordée à la recherche agricole. C'est ce qui a été évoqué lors de la session ordinaire du Conseil des ministres d'Africa Rice. La 33e édition de ce Conseil des ministres d'Africa Rice se tient à Madagascar pendant 2 jours. L'ouverture officielle s'est tenue ce matin à Anoussi. Radramananzatouf, Asnarafanzanar. Face au changement climatique qui a un impact néfaste sur la production rizicole actuellement, une attention particulière doit être accordée à la recherche pour pouvoir y faire face, a déclaré le ministère malgache de l'Agriculture et de l'Élevage lors de l'ouverture officielle de la 33e session ordinaire du Conseil des ministres africains. En raison du changement climatique, la quantité d'eau nécessaire à la culture de riz diminue et la recherche est la solution indispensable face à cette situation afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'accueil par Madagascar de cette réunion présente de nombreux avantages pour le pays, a déclaré le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Il faut qu'il y ait une stratégie à élaborer à partir des résolutions qui sortiront lors de cette réunion, selon ses explications. Une stratégie pour améliorer et augmenter le rendement du riz à Madagascar. Africa Rice est une organisation internationale de recherche agricole et une association intergouvernementale regroupant 28 pays africains. Dans les actualités sociales, les 7 personnes accusées de troubles à l'ordre public, de destruction de biens privés et publics, y compris un bureau de la Djirama, ainsi que d'agression sur des forces de l'ordre lors d'une manifestation anti-délestage le 21 octobre à Mbouipou, ont été condamnées à 6 mois de prison avec sursis chacun.
Pour rappel, en réaction aux coupures d'électricité, un groupe de manifestants est descendu dans les rues d'Amboipou dans la soirée du 21 octobre. 10 personnes ont été arrêtées à la suite de cette manifestation, dont 4 ont été placées en détention provisoire à Antanmour, 4 autres sous contrôle judiciaire et les 2 autres mineurs ont été libérés. Le verdict est tombé aujourd'hui et les 7 accusés ont chacun été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Et puis, il y a une répartition des rôles au sein de la société et chacun doit assumer ses responsabilités, a déclaré le président national du CSCPM ou Coalition de la société civile pour le progrès des Malagasy. Il a également ajouté qu'il ne faut pas que tout le monde cherche à devenir homme politique. C'est au CSCPM de poser des balises afin de préserver l'harmonie sociale, a-t-il poursuivi. Détails sur les images de Kevin Ravuniarsan. La société est actuellement en crise en raison des débats politiques, a déclaré le CSCPM, Coalition de la société civile pour le progrès des Malagasy. Cependant, cette situation ne devrait pas exister si chacun assumait les responsabilités qui lui reviennent, selon le président national du CSCPM, Ragutumanan Richardson. Le but du CSCPM est d'atteindre le développement de Madagascar. C'est la raison pour laquelle l'organisation a été créée en septembre 2023 pour éduquer la population à adopter un comportement digne, toujours selon les explications. Aujourd'hui, une formation a été organisée pour les membres sur les méthodes de gestion, les droits civils et le développement personnel à Antanmen. L'objectif est de leur offrir une nouvelle vision. Toujours dans les actualités sociales, les rendements des paysans à Ambalamanenzen, dans le Fuktan de Vuibouai, commune de Miarnariv, district d'Ambalavao, ont doublé grâce à l'application de techniques agricoles efficaces. La dégradation de la forêt protégée a également diminué à un boost. Ces résultats ont été obtenus grâce au projet Tutulu Vozanar Luvenzaf dans la partie est de Madagascar, financé par le GSF Green Climate Fund et soutenu par la Conservation internationale. Fadesena Mirai et Yves Janel. À 47 km d'Ambalavao, il faut environ 3 heures en voiture pour atteindre Ambalamanenzen en raison du mauvais état de la route. Ce village isolé, situé dans le Fuktan de Vuibouai, commune de Miarnariv, district d'Ambalavao, dans la région de Matiachambun, connaît cependant une amélioration notable grâce au soutien apporté à la population pour améliorer leurs conditions de vie, notamment à travers la formation aux techniques agricoles modernes. Gilbert, un agriculteur local possédant un champ de riz produisant 800 kg par an, a vu sa production doubler grâce à l'application de ces techniques. Les paysans sont regroupés au sein de la coopérative VTMM Vunjnatatsapamukachamernariv. La coopérative dispose de machines pour transformer les récoltes grâce au projet Tutulu Vozanar Luvenzaf dans la partie orientale de Madagascar. Ces machines ont permis une augmentation des revenus quotidiens des membres de la coopérative, notamment grâce à la hausse de la production de riz. La mise en place de sites vitrines comme celui-ci a également contribué au succès du projet. Plusieurs types de cultures adaptées aux conditions locales y sont cultivés. Aucun produit chimique n'est utilisé pour les cultures locales et les semences provenant de ces champs sont de bonne qualité. Les conditions de vie des paysans se sont améliorées et la dégradation de la zone protégée de la montagne d'Ambouch a diminué depuis la mise en place du projet. Auparavant, les habitants dépendaient principalement de la collecte de miel, de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de la culture dans la zone protégée. L'un des objectifs du projet appuyé par le GCF et Conservation internationale est de soutenir les ménages vulnérables autour de la montagne protégée d'Ambouch. Il convient de noter que cette année marque la fin du programme Tutulu Vozanar Luvenzaf dans l'est de Madagascar, après 6 années de mise en œuvre sous la gestion du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et puis actuellement, 20% des Malagasy sont musulmans, selon les estimations de l'Association musulmane de Madagascar. Ces derniers organiseront un grand rassemblement à Antananarive la semaine prochaine pour renforcer la solidarité entre les croyants et pour faire des prières pour la nation, comme l'ont expliqué les responsables hier aux 67 hectares. Le point avec Saï Sylvain et Sech Anjanab. Historiquement,
L'islam est arrivé à Madagascar au 7e siècle à travers des réfugiés arabes fuyant la guerre civile après la mort de leur prophète et leader religieux, Mahomet. Ils ont introduit la religion sur l'île, s'établissant sur la côte ouest de Madagascar. Après plusieurs siècles, l'adhésion à l'islam n'a cessé de croître, avec de nombreux malgaches se reconvertissant à la foi musulmane. Selon les statistiques des 5 dernières années, la population musulmane malgache avoisine les 6 millions de personnes. Les musulmans rassemblés au sein de la FSM, Fikimbanan Islam Malagasy, célèbrent cette année le 55e anniversaire de l'organisation. Cet événement marquera un moment important pour renforcer les prières en faveur de la nation et de l'unité religieuse, comme l'ont expliqué les organisateurs. Il s'agira du premier rassemblement des musulmans de Madagascar depuis l'introduction de l'islam dans le pays. L'événement se tiendra à Ivatu. Le député Irmar, élu à Muramang, a offert des lampes solaires aux habitants du Fuktan de Befuren. En outre, le député a également fourni des tables bancs aux élèves du CEG Marzevkel, situé dans la commune de Befuren. Ça est Sylvain. Les efforts de la communauté de la ville de Marzevkel, dans la commune de Befuren, district de Muramang, ont permis la réhabilitation du collège CEG. L'école a ouvert ses portes en 2022. Mais l'un des principaux défis rencontrés était le manque d'équipement, notamment de tables bancs. Face à cette situation, le député élu du district de Muramang a mis en priorité l'achat de ces équipements dans le cadre des investissements financés par le SIAD. En plus des tables, 51 panneaux solaires ont été répartis dans les Fuktan de la commune de Befuren, district de Muramang, pour fournir de l'éclairage. Ces installations visent à améliorer la vie quotidienne des habitants, en particulier pour lutter contre les problèmes d'insécurité, a expliqué le député. Et voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Le président élu Donald Trump a annoncé hier nommer le vaccinosceptique Robert Kennedy Jr. ministre de la Santé de sa future administration. France 24. Héritier d'une dynastie prestigieuse, mais personnage hautement controversé, Robert Kennedy Jr. rêvait de conquérir la Maison-Blanche, comme son oncle JFK avant lui. Mais ses théories conspirationnistes précipitent sa défaite lors de la dernière primaire démocrate. Jugé peu crédible et largement battu par Joe Biden, il tourne le dos à son parti et se présente comme candidat indépendant. Le parti démocrate avec lequel j'ai grandi était le parti de la paix. Aujourd'hui, c'est le parti de la guerre. C'est le parti... Avant de se lancer en politique, Robert Kennedy Jr. était un avocat brillant, adulé pour son combat en faveur de l'environnement. En 2018, il remporte un procès historique contre Monsanto. Le géant de l'agrochimie est condamné à verser 289 millions de dollars à son client. Mais ses théories du complot et surtout ses positions anti-vax ternissent peu à peu sa réputation. Lors de la pandémie, il compare l'obligation vaccinale aux États-Unis aux mesures prises par le régime nazi contre les Juifs. Des Juifs qui, selon lui, seraient mieux immunisés contre le virus du Covid-19. Accusé d'antisémitisme, il retire sa candidature et se rallie à Donald Trump. Nous devons renverser les élites enracinées qui sont en train de ruiner notre pays. Alors faisons élire Donald Trump le 5 novembre. Une belle prise de guerre pour le candidat républicain qui lui promet un poste important en cas de succès. Il va avoir un grand rôle dans la santé, un très grand rôle. Il s'y connaît mieux que personne. Parole tenue, à 70 ans, Robert Kennedy Jr. sera ministre de la Santé. Une tribune de choix pour l'ex-démocrate, adoré par les Trumpistes, mais renié par sa propre famille. Le parti PASTEF, qui a conquis mars dernier la présidence du Sénégal et dirige le gouvernement, espère obtenir une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives anticipées de dimanche afin de mettre en œuvre ses promesses de réforme. France 24. Les candidats poursuivent les meetings et rassemblements à quelques jours des élections législatives au Sénégal, prévues ce dimanche. Mais la tension est montée d'un cran en début de semaine et de nouveaux accrochages violents ont eu lieu entre militants du parti au pouvoir, le PASTEF, et ceux de la coalition d'opposition Sam Sakadou.
Ça fait, je pense, 5 fois qu'on a attaqué la caravane de Pastef, les Patriotes. Ce qui est anormal. Nous sommes en démocratie. Tout un chacun a le droit de faire ses meetings et ses caravanes. Nous sommes un parti de paix. Le Premier ministre Ousmane Sonko, le fondateur et tête de liste du PASTEF, qui a appelé dans un premier temps ses sympathisants à riposter à d'éventuelles attaques, appelle maintenant au calme. Ce niveau de responsabilité lui impose d'avoir un discours qui ne peut pas s'accorder avec la violence, un discours qui répond aux problèmes, aux besoins, aux demandes sociales des populations. Et la jeunesse sénégalaise, confrontée au chômage et à l'inflation, attend beaucoup du nouveau gouvernement. J'aurais préféré, par exemple, que les partis politiques, au lieu, par exemple, de se chamailler partis de gauche à droite, là, ils nous parlent, par exemple, des problèmes des Sénégalais. La vie chère, la location, l'emploi des jeunes, la santé aussi. Parce que nous sommes au 21e siècle. Normalement, par exemple, un Sénégalais qui est malade ne doit plus payer pour se soigner. Ça, c'est un problème. Dimanche, les Sénégalais voteront lors d'un scrutin à un seul tour. Ils devront choisir parmi des dizaines de listes, comme celle du Premier ministre Ousmane Sonko ou encore l'ancien président Macky Sall. Et pour terminer, le déplacement des Palestiniens à Gaza est forcé, généralisé, systématique et intentionnel, dénonce Ahmed Benchemsi, directeur de la communication et du plaidoyer pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour Human Rights Watch. France 24. On parle aussi de crimes contre l'humanité. Je pense que c'est la qualification juridique la plus importante, parce que compte tenu du très grand nombre de civils palestiniens, vous l'avez dit, 90%, quasiment l'intégralité des civils qui ont été chassés de leur maison, et la manière dont ils ont été déplacés, ce déplacement est non seulement forcé, mais il est aussi généralisé, systématique et intentionnel. Et ça, ce sont les critères légaux pour définir un crime contre l'humanité. Et c'est ce que nous disons qu'Israël est en train de commettre. Leur système d'évacuation est absolument incohérent, peu fiable, peu clair. On a documenté ça avec des photos satellites. Enfin, c'est 150 pages de travail. J'encourage vos téléspectateurs à aller voir sur notre site web. Israël a aussi dit souvent aux civils déplacés d'emprunter des voies d'évacuation soi-disant sûres pour se rendre dans des lieux soi-disant sûrs. Ils ont bombardé ces lieux juste après. Donc, il n'y a aucun lieu sûr à Gaza aujourd'hui. Toutes ces choses mises bout à bout constitue un crime contre l'humanité. Quant au nettoyage ethnique, nous en avons parlé parce que dans les zones tampons, les buffer zones, on dit en anglais, il semble tout à fait évident que non seulement les Palestiniens ne peuvent pas revenir, mais que les Israéliens comptent s'installer pour un bon moment. Et ça, c'est constitutif de ce que l'ONU appelle le nettoyage ethnique. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Rajamalal. Au revoir et bon vendredi à tous.